Cette image de pavé de saumon qui remonte une rivière, elle a été générée par une intelligence artificielle générative en 2022. Aujourd'hui, si je demande à une IA de générer une image de saumon qui remonte une rivière, ça ressemble plutôt à ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et comment une IA peut-elle comprendre nos prompts? Vous l'avez compris, tout part d'un prompt. Parce qu'on souhaite résumer un long texte, écrire une lettre de motivation ou générer une image, on s'adresse à une IA générative en lui rédigeant un court texte. Que ce soit un générateur d'images ou un large modèle de langage, ce texte est digéré par l'IA. Rentrons tout de suite dans la technique, on dit qu'elle transforme nos mots ou des parties de mots en tokens. C'est la tokenisation. Le but de cette tokenisation, c'est de donner à nos mots une sorte de carte d'identité qu'on appelle vecteur. Ensuite, notre mot est rangé dans un énorme ensemble de données, un espace vectoriel. Le mot saumon rivière aura un vecteur de nombre qui est différent du saumon pavé de saumon et tout simplement il se trouvera dans un espace différent. Grâce à cette base vectorielle, les modèles d'IA générative sont donc capables de savoir quel mot pourrait remplacer quel autre mot. Sauf que parfois, les mots peuvent avoir plusieurs sens. C'est le principe d'une polysémie. Et ça posait un sacré problème aux IA, génératives de texte ou de photos. Mais tout a changé depuis de nouvelles versions d'IA générative publiées en 2018, quand la technologie des Transformers a été introduite. Grâce à ce système, les mots peuvent aussi être liés entre eux. L'IA ne comprend pas chaque mot individuellement, il les comprend en fonction des autres mots de la phrase. Il essaye pour chaque token de regarder sa relation avec tous les autres tokens de la phrase pour essayer de comprendre le contexte. Par exemple, admettons, on a le mot souris dans la phrase, le souris est chassé par un chat, par exemple. Et ben, on a par exemple le groupe de tokens souris qui est lié à chat et on comprend que c'est le sens de la souris l'animal. En revanche, si on parle de souris d'ordinateur, là on a souris puis ordinateur dans la même phrase, le transformer comprendra qu'on parle de cette souris-là. Mais alors, pourquoi le Transformers de notre générateur d'images n'avait pas identifié le bon saumon? Eh bien, parce que ça ne suffit pas. Cette technologie doit être nourrie de données, énormément de données. Dans ce type de modèle, il n'y avait pas énormément de données d'entraînement. Donc du coup, les premières demandes qui ont été faites dans cette IA à l'époque, quand on lui demandait un saumon dans une rivière, il connaissait que le pavé de saumon. Donc du coup, comme il ne connaît pas le poisson en tant que tel, il mettait un pavé de saumon sur une rivière. Et beaucoup de chemin a été fait depuis. Aujourd'hui, les modèles sont entraînés par des quantités de données toujours plus vastes, de façon à les généraliser. Et il y a une façon simple de mesurer les IA génératives, leurs paramètres. Plus un modèle dispose de paramètres, plus il est capable de capter les nuances et les complexités du langage. On mesure la taille d'un modèle dans le nombre de paramètres dont il a besoin. Et là, nous sommes dans les billions de paramètres et à chaque fois, c'est presque un ordre de grandeur qui augmente. Plus vous avez d'exemples et de textes sur lesquels vous pouvez vous entraîner, plus vous avez d'images qui sont associées au texte, plus vous pouvez représenter chacun de ces exemples comme un point dans cet espace, et donc pas faire de confusion. On sait en plus aujourd'hui que les IA peuvent apprendre par elles-mêmes. Mais comment? Posez-leur la question directement, parce que les experts, eux, ils n'en savent pas grand-chose. Une sorte de boîte noire entoure ce concept. Vous savez ce qui est l'entrée, vous savez ce qui est la sortie, vous savez quelle est l'architecture qui va faire les calculs, mais vous ne savez pas exactement comment après l'architecture va apprendre les choses et donc vous ne savez pas exactement quel sera son comportement. C'est à la fois d'une part une découverte d'avoir ce genre de boîte noire qui marche très bien, mais aussi un défi parce qu'on a besoin de comprendre comment ça marche dans cette boîte noire-là pour mieux comprendre le langage, parce que peut-être que la réponse, elle est à l'intérieur de la boîte noire. Oui, justement, nous, humains, comment comprenons-nous l'autre? Avons-nous les mêmes réflexes de tokenisation, de paramètres? Est-ce qu'une boîte noire entoure également notre perception du langage? Cette idée que la signification d'un mot dépend des mots qui sont dans le contexte est une hypothèse qui avait été émise déjà dans les années 50 par Wittgenstein pour décrire le langage humain. C'est une hypothèse, il y a différentes théories
Mais celle que nous utilisons maintenant, c'est celle-là. L'affaire n'est toujours pas réglée et tout repose sur une hypothèse. Le temps.